Hello, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Hein? Moi, en tout cas, je vais excellemment bien. Ah oui, c'est encore moi, Kanga Osbald, architecte diplômé, et bienvenue à cette nouvelle édition du concept Be Inspired. Ici, on parle d'architecture, on parle du bâtiment, on parle de créativité, de design et tout ce qui est lié à l'architecture. Visant en fait à vous inspirer, vous les profanes, les étudiants et même les professionnels aussi dans la matière, dans le sujet. Et aujourd'hui, on va parler un peu de l'éthique et déontologie en architecture. Oui, je sais que ce sont des mots assez forts pour certains. Ne vous inquiétez pas, on va décortiquer ça, vous allez mieux comprendre en fait les règles qui régissent en fait cette profession d'architecte. On se retrouve juste après. Eh bien, welcome back dans cette édition de Be Inspired consacrée à l'éthique et la déontologie en architecture. Donc, comme on disait tantôt, en fait, c'est aussi simple que ça. L'éthique fait recours à la morale. La morale, c'est la première des choses qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de l'éthique. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est juste? Ok? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est éthique? Voilà. Comme par exemple dans une société, il y a un code civil, il y a des règles, voilà, des lois, une constitution établie par l'État qui vont régir le mode de fonctionnement de quiconque dans la société, afin que les gens ne se retrouvent pas en train de déraper ou en faire n'importe comment, n'importe quoi, comme ils veulent. Pas quand même la cour du roi plutôt, hein. Voilà. Bien, dans une vocation, dans une profession également, il y a ce qu'on appelle le code de déontologie. Donc la déontologie va être l'éthique, voilà, qui est propre à une vocation quelconque. C'est l'ensemble des règles de bonne conduite dans cette profession-là. Et ici, on va voir de façon commencer quelques articles du code de déontologie des architectes. Et étant donné donc qu'il y a beaucoup à apprendre, beaucoup à savoir concernant ce sujet, parce que oui, il faut le savoir, que l'architecte a des obligations, des exigences envers le public, envers les clients, l'environnement, envers ses confrères, envers lui-même. Voilà, donc on va devoir scinder, on va faire ceci par partie. On va donc commencer d'abord par les règles personnelles selon le code de déontologie des architectes. Article 4. L'architecte entretient et améliore sa compétence et contribue et participe à des activités d'information, de formation et perfectionnement, notamment à celles acceptées par l'ordre. En effet, justement, l'ordre organise souvent des colloques ou des conférences visant à informer sur des sujets assez intéressants. Il est important que l'architecte participe à cela pour se cultiver. Parfois, c'est organisé même au niveau des écoles d'architecture. Je me souviens bien en tant qu'étudiant, j'ai participé à pas mal de colloques, de conférences où il y avait des panélistes architectes qui venaient d'ailleurs et qui venaient nous informer, partager un peu de leur expérience. Parfois, c'est concernant des matériaux, des nouvelles techniques de construction ou des sujets qui vont nous cultiver. C'était assez galvanisant. Et aussi même, l'architecte doit se former, de se mettre à jour sur des logiciels liés à l'architecture, l'outil de travail, très important. Article 6. Tout architecte se doit de prêter son concours aux actions d'intérêt général en faveur de l'architecture. Voilà. Justement, c'est toujours à travers l'organisation des conférences. Chaque architecte doit être impliqué dans l'organisation de ces conférences ou colloques pour informer soit les profanes, les étudiants, les galvaniser, les inspirer sur des sujets assez intéressants liés à l'architecture. Il y a aussi dans la recherche et l'innovation. L'architecte doit être impliqué dans la recherche et l'innovation, améliorer des technologies
de construction, améliorer des matériaux de construction. Oui, c'est très important, notamment pour ceux qui sont dans des zones soit tempérées ou des tropiques avec des climats assez délicats, je dois le dire. Voilà, aussi ça se voit dans l'enseignement. Dans l'enseignement, la transmission est très importante. Également, plus on transmet, plus on apprend, plus ça cale. Je me souviens, il y a cet architecte, notre chef de département d'ailleurs, à l'école d'architecture, qui nous enseignait et il répétait beaucoup les mots. Voilà, et il nous disait toujours, la répétition est la mère de l'enseignement. Voilà, je me souviens de ça. Article 7. L'architecte, avant de signer un contrat, doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle. Justement, cet article est là pour éveiller et rappeler l'architecte qu'avant de finaliser un contrat quelconque, de signer, il doit se rassurer à travers avec un projet, avec un client, il doit se rassurer que cette clause-là, voilà, ne va pas sortir de sa conscience professionnelle, du code déontologique, c'est-à-dire de l'éthique, voilà, de sa profession. Article 9. L'architecte doit éviter les situations où il est juge et partie, c'est-à-dire ne peut, à l'occasion d'une même mission, exercer à la fois l'activité architecturale et la fonction de contrôle. Il est strictement interdit pour un architecte qui a la maîtrise d'œuvre d'un projet, voilà, pour un même projet, et c'est toujours lui qui a la mission de contrôle. Non, ça ne se fait pas. Cela n'est pas éthique. Alors, le contrôle, voilà, peut venir d'une autre entreprise pour gérer, voilà, cette mission-là. Bien, bienvenue dans la rubrique Bon à savoir. Aujourd'hui, nous définissons le terme mission de contrôle, traduit en anglais comme Control Mission. Control Mission. Et pour un architecte, ça consiste à vérifier que les travaux sont réalisés conformément au plan qu'il a conçu et aux directives qu'il a fournies à l'entrepreneur. C'est fait à chaque fois qu'un aspect délicat du travail exige sa présence. Et bien sûr, il faut noter que ça ne signifie pas que l'architecte exerce un contrôle permanent sur le chantier, sauf disposition contraire. On note aussi que c'est une obligation de moyens et non de résultats. Et malgré tout, ça permet d'éviter au maximum des erreurs à différentes étapes du chantier. Et bien sûr, c'est rémunéré par le client. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Très important à noter ici, c'est qu'il faut toujours se rassurer de travailler correctement, de façon juste. Vous voyez, avec la bonne conscience professionnelle dans la justice, parce que même Dieu honore la justice. Vous voyez, ici il y a toujours des gens qui vont vouloir jonguer et se retrouvent à d'être malhonnêtes. Tôt ou tard, ils vont écoper, je vous assure, car qui sème le vent récolte la tempête. Alors sur ce, je vous laisse pour un autre épisode. Voilà, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de souscrire. Et jusqu'au prochain épisode, bien sûr, be inspired.